Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je n'oublierai jamais ce jour gris de novembre. Le médecin m'a regardé avec une gravité inhabituelle, ses mains croisées sur le bureau, avant d'annoncer les mots qui ont déchiré mon monde: cancer agressif. Tout s'est figé. L'air est devenu lourd, les murs se sont rapprochés. Je suis restée immobile, comme si mon corps refusait d'accepter ce que mes oreilles venaient d'entendre. Je n'ai rien dit, mais mes larmes ont parlé à ma place. Luc, mon mari, m'a prise dans ses bras en murmurant que nous allions nous battre ensemble. Il m'a promis de tout faire pour me sauver. J'ai cru en ses mots, j'ai puisé ma force dans ses bras. Notre fille, Élodie, n'avait que 10 ans. Je ne pouvais pas partir. J'avais une famille, une vie, des projets. Je voulais me battre, et je pensais ne pas être seule. Dès le lendemain, j'ai commencé à organiser ma survie. Chaque euro comptait. Le traitement était coûteux, mais j'étais déterminée. J'ai mis en vente mes bijoux, renoncé à tout superflu. Luc m'a aidé à créer un compte d'épargne spécialement dédié à la chimiothérapie. Il disait que c'était notre coffre de vie. À deux, on pouvait tout affronter. J'y croyais. Chaque virement était une bouffée d'espoir. Voir le solde augmenter, c'était comme voir mes chances de guérison grimper. Je vivais dans la peur, mais aussi dans la certitude qu'avec Luc à mes côtés, rien ne pouvait m'arrêter. Il consultait souvent le compte, m'assurant que tout était en ordre. Je n'avais aucune raison de douter. Après 15 ans de mariage, je ne pouvais pas imaginer que l'ennemi dormait dans mon lit. 3 jours avant le début de la première chimio, Luc est arrivé à la maison avec un bouquet de fleurs. Il m'a embrassé doucement, puis a lancé, l'air gêné: j'ai besoin de puiser un peu dans le compte, juste pour une semaine. Sa mère allait fêter ses 70 ans, et il voulait lui offrir quelque chose d'inoubliable. Il m'a juré que l'argent reviendrait aussitôt. J'ai hésité. Mais il a insisté, joué sur ma culpabilité. Ce serait injuste de gâcher la fête de maman à cause de la maladie, a-t-il dit. Ces mots m'ont frappé, mais je les ai tus. Je ne voulais pas être le fardeau. J'ai accepté, en me disant que ce n'était qu'un petit retard. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en disant oui, je signais ma propre condamnation. Le lendemain matin, encore fatiguée par l'insomnie, j'ai ouvert l'application bancaire pour vérifier que tout allait bien. Mon cœur s'est arrêté. Le solde affichait 0. Chaque centime, disparu. J'ai cru à une erreur. J'ai vérifié 3 fois, la gorge nouée. C'était réel. Mon argent, celui qui devait me sauver, avait été vidé. Luc est rentré comme si de rien n'était. Je lui ai montré l'écran, les mains tremblantes. Il a haussé les épaules, un rictus moqueur au coin des lèvres. Ton cancer peut attendre, c'est l'anniversaire de ma mère. Ces mots m'ont giflé plus violemment que n'importe quelle main. J'étais invisible. Mon combat, ma souffrance, ma vie, ne valaient rien face à une fête. Il est parti en claquant la porte, sans se retourner. J'ai senti mes jambes céder sous moi. Je me suis effondrée sur le carrelage glacé de la salle de bain, tenant entre mes doigts le flacon de corticoïdes que je devais commencer le lendemain. Mes larmes coulaient sans fin, brûlant ma peau déjà fragile. Comment un homme que j'aimais pouvait-il me trahir ainsi? Je ne reconnaissais plus Luc. Je suis restée là des heures, le regard vide, le cœur en miettes. À aucun moment, il n'est revenu. À aucun moment, il n'a demandé comment je me sentais. J'étais seule, terriblement seule, dans une maison pleine de photos d'une vie désormais mensongère. Je me suis levée difficilement. J'ai regardé mon reflet, j'avais déjà l'air d'un fantôme. Et ce n'était que le début. Le soir même, j'ai mis une robe noire simple, noué mes cheveux, et me suis rendue à la fête. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à y aller. Peut-être le besoin de voir, de comprendre jusqu'où il pouvait aller. Lorsque je suis arrivée, la maison scintillait comme un château. Les serveurs couraient, les invités riaient.
Tout brillait, sauf moi. Puis elle est apparue, ma belle-mère, rayonnante, portée comme une reine par l'admiration des convives. Une robe rouge éclatant, sur mesure, estimée à 31 700 €. Je l'ai entendu dire fièrement, c'est Luc qui me l'a offerte. Mon estomac s'est noué. Les applaudissements m'ont frappé comme des gifles. Mon traitement s'était envolé, dans un morceau de tissu de luxe. Luc se pavanait au milieu des invités, verre à la main, sourire éclatant, jouant à la perfection son rôle de fils dévoué. Il embrassait sa mère, enchaînait les blagues, félicitait le traiteur. Aucun mot, aucun regard pour moi. J'étais un fantôme parmi les vivants. Il riait, dansait, trinquant à la santé d'une femme en pleine forme, pendant que moi, je luttais pour respirer. Je suis resté dans un coin, serrant les poings pour ne pas éclater. J'entendais les compliments, quel fils généreux. Quelle fête fabuleuse. Et personne ne se demandait pourquoi sa femme semblait si pâle, si effacée. J'avais l'impression d'étouffer. Mon cœur hurlait dans le silence. Je voyais l'homme que j'aimais s'éloigner de toute humanité. C'était une trahison sans retour. Alors que le gâteau entrait, illuminé de bougies dorées, le téléphone de ma belle-mère s'est mis à vibrer. Elle a regardé l'écran, hésité, puis décroché. Sa voix a changé du tout au tout. Elle ne riait plus. Son visage s'est figé, blême. Elle s'est levée sans dire un mot, laissant tout le monde interloqué. Un murmure a parcouru la pièce. Quelque chose n'allait pas. Je l'ai suivie discrètement, poussée par une intuition étrange. Elle titubait presque, la main crispée sur son téléphone. Luc l'a rejointe à la porte, l'air paniqué. Ils ont échangé quelques mots que je n'ai pas compris. Puis elle a murmuré, « Hôpital ». Mon sang s'est glacé. Le décor de fête s'effaçait, remplacé par une tension brutale. L'apparence venait de se fissurer. Dans le parking encore illuminé par les lanternes, ma belle-mère pleurait, les mains tremblantes. Luc tentait de la calmer, mais elle le repoussait. Elle répétait, « Je dois y aller, maintenant ». J'ai voulu demander ce qu'il se passait, mais Luc m'a ignoré. Il lui a ouvert la portière, l'a installée dans la voiture, puis est monté côté conducteur. Ils sont partis à toute vitesse. Je suis resté là, figé, le cœur battant à tout rompre. Tout le monde à l'intérieur continuait à faire la fête, inconscient de la scène. Moi, j'étais au bord du gouffre, incapable de comprendre ce que je venais de voir. J'avais mal, physiquement et moralement. J'aurais voulu crier, mais aucun son ne sortait. Et quelque chose me disait que cette nuit-là allait tout faire basculer. 2 jours plus tard, une enveloppe brune sans expéditeur est arrivée dans ma boîte aux lettres. À l'intérieur, un relevé bancaire que je n'attendais pas. Il provenait de mon propre compte, celui que j'avais créé pour financer ma chimiothérapie. Un virement de plusieurs dizaines de milliers d'euros avait été effectué, vers une société de vêtements de luxe. Le nom du bénéficiaire m'a glacé, Luc Durand. Mon mari. Le voleur. Je suis resté figé, incapable de respirer. Ce n'était pas un malentendu. Pas un emprunt. C'était un détournement pur et simple, soigneusement prémédité. Il m'avait regardé dans les yeux en jurant qu'il me soutiendrait. Pendant ce temps, il pillait mon espoir de vivre pour acheter des robes et des bijoux. La rage a éclipsé la douleur. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti naître en moi une fureur prête à tout balayer. Je suis allé le confronter, les papiers à la main, le cœur au bord de l'explosion. Il était dans le salon, les pieds sur la table, buvant un whisky. Je lui ai montré les preuves, tremblante de colère. Il a à peine levé les yeux. « Et tu ne vas pas en faire un drame pour un peu d'argent » a-t-il lâché, avec ce mépris froid que je ne lui connaissais pas. Un ricanement est sorti de sa bouche, me brisant ce qui restait de moi. J'ai hurlé, je l'ai supplié de m'expliquer, de regretter. Mais il n'en avait rien à faire. « Tu vas mourir de toute façon, alors autant que ton argent serve à quelqu'un de vivant. » Ces mots m'ont achevé. Je me suis effondré dans le couloir,
seul, abandonné. Il m'a regardé par-dessus son épaule et est sorti sans un mot. Je ne pouvais plus respirer. Mon propre mari m'avait condamné sans même une larme. Les jours suivants, mon corps a commencé à flancher. Les douleurs étaient plus fortes, les nausées constantes. Sans traitement, la maladie progressait rapidement. J'avais du mal à manger, à tenir debout. Les miroirs sont devenus mes ennemis, mon visage se creusait, mes yeux s'éteignaient. J'essayais de cacher à Élodie que je faiblissais, mais même elle sentait que je n'étais plus la même. Luc rentrait de plus en plus tard, souvent avec l'odeur du parfum d'une autre. Il ne posait plus un regard sur moi, comme si j'étais déjà morte. Je passais mes journées allongées, à compter les heures, à me demander comment j'en étais arrivée là. Chaque battement de cœur était une victoire, mais aussi une torture. Je m'accrochais à l'idée qu'un jour, quelqu'un verrait ma douleur. Qu'un jour, cette injustice aurait une fin. Un matin, je me suis réveillée dans un silence inhabituel. La chambre était vide. J'ai appelé Luc, puis Élodie. Personne n'a répondu. Mon cœur s'est emballé. En entrant dans le salon, j'ai vu les placards ouverts, les tiroirs vidés. La télé avait disparu. Ma valise aussi. Sur la table, une simple feuille arrachée d'un carnet, « Tu ne survivras pas, Élodie sera mieux sans toi ». Je suis tombée à genoux, incapable de crier. Il m'avait laissée seule, malade, sans ressources, et sans ma fille. J'ai rampé jusqu'au canapé, le souffle coupé par la douleur et l'effroi. Mes mains agrippaient le papier comme si je pouvais le faire disparaître par la force. Je n'avais plus rien. Rien, sauf la rage. Ce jour-là, quelque chose est mort en moi, mais une autre chose est née. En fin d'après-midi, alors que je n'avais plus la force de me lever, la porte a sonné. C'était Mireille, ma voisine du deuxième. Elle m'a trouvée étendue sur le sol, livide, tremblante, incapable de parler. Sans poser de questions, elle m'a couverte d'un plaid et a appelé une ambulance. À l'hôpital, les médecins ont été clairs, sans soins immédiats, je ne passerai pas l'hiver. Mais je n'avais plus un centime. Mireille est revenue le lendemain avec une enveloppe contenant ses économies. Elle m'a dit, « Tu vas vivre. Je ne te laisserai pas mourir. » J'ai pleuré dans ses bras comme une enfant. Elle m'a tenu la main pendant la première séance de chimiothérapie. Grâce à elle, j'ai senti une étincelle revenir. Un souffle d'espoir, fragile, mais réel. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai cru que je méritais de vivre. Entre 2 vomissements et des nuits sans sommeil, j'ai commencé à organiser ma riposte. J'ai contacté un avocat, malgré ma faiblesse. Il a écouté toute l'histoire avec un silence glacial, puis a murmuré, « On va le faire payer ». Ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Ils m'ont redonné un but. En parallèle, j'ai lancé un signalement pour enlèvement parental. Il fallait retrouver Élodie. Chaque démarche me coûtait une énergie que je n'avais plus, mais je refusais de baisser les bras. Je n'étais plus la femme brisée d'hier. J'étais une mère, une victime, mais aussi une survivante. Je voulais qu'Élodie sache que je ne l'avais jamais abandonnée. Je voulais qu'elle sache que sa mère se battait, malgré les larmes, malgré les brûlures dans les veines. Le temps de la peur était révolu. Quelques semaines après le début de mon traitement, alors que je reprenais à peine des forces, on a frappé à ma porte. En ouvrant, je suis restée figée, c'était ma belle-mère. Son visage était grave, son regard fuyant. Elle est entrée en silence, les mains tremblantes. « Je sais ce que Luc t'a fait », a-t-elle dit en s'asseyant. Je suis restée méfiante. Elle n'était jamais venue me voir avant. Elle m'a raconté qu'elle avait reçu un appel, le soir de sa fête. Un détective privé, engagé anonymement, lui avait dévoilé que son fils détournait de l'argent. Elle pensait à une erreur, jusqu'à ce qu'elle voie les preuves. Depuis, elle vivait dans la honte. Elle m'a avoué qu'elle soupçonnait depuis longtemps Luc de manipuler tout le monde, mais qu'elle avait fermé les yeux. Et maintenant, elle voulait se racheter. De son sac, elle a sorti une grande enveloppe. À l'intérieur,
des relevés bancaires, des documents de sociétés fictives, des captures d'écran. Luc avait monté tout un réseau de fraude à son nom. Il vivait de l'arnaque depuis des années. Je sentais mon cœur battre si fort que j'en avais des vertiges. « Je veux t'aider à le faire tomber », a-t-elle dit. J'étais sous le choc. Cette femme qui m'avait toujours ignoré était désormais mon allié. J'ai hésité. La colère, la rancune, la douleur, tout remontait. Mais j'ai regardé ses yeux rougis, et j'ai compris que son remords était sincère. Nous avions toutes deux été trahies. Deux femmes différentes, brisées par le même homme. Et au fond de moi, une certitude s'imposait, seule, je n'y arriverais pas. Alors, j'ai tendu la main. Et dans ce geste, un nouveau chapitre de ma guerre venait de commencer. Avec l'aide de son détective, nous avons remonté la trace de Luc. Il avait quitté Paris 2 jours après m'avoir abandonné. Grâce à des factures électroniques et des photos, on l'a localisé dans le sud de la France, dans une villa luxueuse. Il y vivait avec une nouvelle compagne, une influenceuse de 23 ans, blonde, célèbre sur les réseaux. Il publiait des vidéos souriantes, financées avec mon argent. Mais le plus douloureux, c'était ce qu'on a découvert ensuite. Élodie apparaissait dans certaines images, maquillée, souriante, mais différente. Elle semblait perdue, comme conditionnée à cette nouvelle vie. Mon cœur s'est serré. Elle ne savait sûrement pas la vérité. Elle pensait peut-être que je l'avais abandonnée. J'ai posé la main sur la table, les yeux fermés. Il était temps de lui reprendre tout ce qu'il m'avait volé. Avec toutes les preuves réunies, mon avocat a demandé une audience d'urgence. Le juge, choqué par les documents fournis, a ordonné l'ouverture immédiate d'une enquête. Le détournement de fonds, les faux en écriture, l'enlèvement parental, tout s'alignait contre Luc. Un mandat a été délivré. En parallèle, les services sociaux ont été alertés concernant la situation d'Élodie. Une équipe s'est rendue discrètement à la villa. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. Luc venait d'être arrêté devant un supermarché de luxe, sous les yeux de ma fille. Il n'a opposé aucune résistance, pensant sûrement que ce n'était qu'un malentendu. Sa compagne l'a filmé, en direct, sans comprendre la gravité de la situation. Élodie, elle, est restée figée. L'équipe a réussi à l'approcher calmement. Et moi, à Paris, je tremblais d'émotion. Ma fille était enfin en sécurité. Ils l'ont ramenée le lendemain. Je m'étais préparée pendant toute la nuit, incapable de dormir. Quand la porte s'est ouverte et qu'elle est apparue, j'ai vu une enfant différente, plus grande, plus silencieuse. Nos regards se sont croisés, et elle a couru vers moi en hurlant « Maman ». Je l'ai serrée si fort que j'ai cru m'évanouir. Ses larmes ont coulé sur mon épaule, et les miennes aussi. Elle avait cru que j'étais morte. Luc lui avait tout raconté à l'envers. Que j'étais partie. Que je ne voulais plus d'elle. Qu'il était son seul repère. Mon cœur saignait. Je lui ai tout expliqué, doucement, avec des mots simples. Elle m'a regardé, puis a posé sa main sur ma joue chauve. « Et tu es belle comme ça. » Ce moment a effacé des semaines d'enfer. Ma fille était revenue. Mon cœur aussi. Le procès a été fixé 1 mois plus tard. Luc est arrivé me noter, vêtu d'un costume froissé, mais le même regard hautain. La salle était comble. Les journalistes, les avocats, les anciens associés, tous voulaient voir la chute de celui qui avait trompé tant de gens. Les chefs d'accusation étaient lourds: fraude, abus de faiblesse, abandon de conjoints malades, enlèvement de mineurs. Il a tenté de nier. Il a pleuré. Trop tard. Mon témoignage a été difficile, mais je l'ai donné, droite, sans trembler. J'ai raconté chaque détail, chaque nuit sans sommeil, chaque humiliation. La juge n'a pas détourné le regard. Ma belle-mère, assise à mes côtés, me tenait la main. Quand la sentence est tombée, 7 ans de prison ferme, interdiction de garde, saisie de tous ses biens, j'ai fermé les yeux. Ce n'était pas la vengeance. C'était la justice. Et elle avait enfin parlé.
Une fois le procès terminé, j'ai enfin pu me concentrer sur moi. Les séances de chimiothérapie reprirent, soutenues par une collecte solidaire organisée par Mireille, ma voisine, et relayée par ma belle-mère. Chaque euro récolté était une victoire, chaque message un souffle d'espoir. Mon corps souffrait, brûlé de l'intérieur, mais mon esprit se redressait. Je n'étais plus la victime silencieuse. J'étais une femme debout, une mère en guerre contre la mort. Chaque matin, je regardais Élodie dormir à mes côtés, et cela me donnait la force de continuer. Nous reprenions doucement nos habitudes. Un bol de chocolat chaud, une caresse dans les cheveux, une histoire du soir. Le lien s'était fragilisé, mais jamais brisé. Ma maison, autrefois pleine de silence et de peur, résonnait à nouveau de rires discrets. Je ne pensais plus à Luc. Je pensais à l'avenir. À notre avenir. 6 mois plus tard, les médecins ont annoncé une rémission partielle. La tumeur avait diminué. Mon cœur s'est mis à battre plus fort que jamais. Je suis sortie de l'hôpital ce jour-là avec un foulard rouge autour de la tête, le dos droit, les larmes aux yeux. J'ai marché dans les rues de Paris comme si je les redécouvrais. Chaque pas était une victoire silencieuse. Chaque souffle, un miracle. Élodie m'attendait à la maison avec un dessin, ma maman est une héroïne. Je l'ai accroché au mur comme un trophée. J'avais vaincu plus que la maladie. J'avais vaincu la trahison, l'abandon, l'injustice. Et au fond de moi, quelque chose avait changé, je ne vivais plus pour plaire aux autres. Je vivais pour moi, pour ma fille, pour toutes celles qu'on essaie de faire taire. J'étais devenue invincible. Un matin d'automne, une lettre du notaire m'a été remise en main propre. Intriguée, je m'y suis rendue sans attendre. Là-bas, il m'a annoncé que ma belle-mère, récemment décédée, m'avait légué sa maison, ses bijoux de famille et une importante somme d'argent. J'étais bouleversée. Mais ce n'est pas tout. Dans le testament, elle avait laissé un mot manuscrit, « Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru plus tôt. Tu es la fille que j'aurais voulu avoir. » Je me suis effondrée. Ce n'était pas la richesse qui comptait, mais cette reconnaissance tardive. Ce pardon. Elle aussi avait été trompée, aveuglée par l'amour maternel. Mais elle s'était rachetée, et c'était cela que je garderais en moi. J'ai quitté le cabinet du notaire le cœur apaisé, les mains pleines, mais surtout l'âme réparée. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri sans douleur. Quelques semaines plus tard, alors que je pensais avoir tourné la page, j'ai reçu un appel d'une maison d'édition parisienne. Ils avaient entendu parler de mon histoire par l'une des infirmières de l'hôpital, bouleversée par mon parcours. Ils voulaient en faire un livre. J'ai d'abord hésité. Revivre chaque instant, chaque blessure, chaque trahison, c'était effrayant. Mais après une nuit blanche, j'ai dit oui. Ce n'était plus seulement mon histoire. C'était celle de toutes les femmes qu'on réduit au silence, qu'on trahit en leur demandant de rester fortes. J'ai commencé à écrire, entre 2 rendez-vous médicaux, pendant que ma fille faisait ses devoirs. Les mots coulaient comme une libération. Chaque phrase déposait un poids au sol. C'était douloureux, mais nécessaire. Et page après page, je reprenais le pouvoir sur mon propre récit. J'étais devenue l'auteur de ma vie. Quand le livre est sorti, je n'imaginais pas l'impact qu'il aurait. Des centaines de femmes m'ont écrit. Certaines pleuraient en me remerciant. D'autres me racontaient leur propre enfer, leur silence, leur renaissance. J'ai été invitée à parler dans des associations, des écoles, des conférences. Moi, Claire, l'ombre qu'on avait laissée pour morte, j'étais devenue une voix. Une voix qu'on écoutait. Une voix qui réchauffait. Et plus je parlais, plus je guérissais. Mes cicatrices ne disparaissaient pas, mais elles devenaient des médailles. Je regardais Élodie, fière de sa mère, et je savais que tout ce combat avait un sens. Ce que Luc avait voulu détruire, il l'avait en fait révélé. Je n'étais plus une survivante. J'étais une combattante. Une femme qui se relève. Une femme qui inspire. Une femme libre. Aujourd'hui, je m'appelle toujours Claire Durand.
Mais je ne suis plus la même femme. Je suis celle qui a traversé l'enfer sans y laisser son âme. Celle qu'on a piétinée, trahie, humiliée, mais qui s'est reconstruite, pierre par pierre. J'ai compris que personne ne devait décider à ma place de ce qui peut attendre. Ni un mari. Ni un médecin. Ni la mort. Je vis chaque jour comme une victoire. Je serre ma fille dans mes bras avec reconnaissance. Je parle, j'écris, j'existe. Et si quelqu'un me demande ce que j'ai appris de tout ça, je réponds sans hésiter, on ne renaît pas malgré la douleur, on renaît grâce à elle. Mon nom est Claire. Et je suis bien plus qu'un cancer. Je suis vivante. Et je ne me tairai plus jamais. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt. Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je m'étais levé tôt, comme d'habitude. Le soleil filtrait à peine par les volets, et je préparais le petit déjeuner pendant que les enfants dormaient encore. Mon fils Paul, fraîchement divorcé, vivait avec moi depuis 6 mois. Il disait que c'était provisoire, qu'il se remettrait vite sur pied. En attendant, je m'occupais de tout, ménage, repas, école, vêtements. J'y mettais tout mon cœur, croyant faire le bien. Je me persuadais que c'était ça, être mère. Donner, sans attendre. Me priver pour qu'il ne manque de rien. Mais une fatigue étrange s'était installée depuis quelque temps. Une lassitude sourde, une impression d'être une étrangère dans ma propre maison. Paul était devenu distant, parfois même méprisant. Je faisais semblant de ne pas voir. J'avais peur de ce que je découvrirais si j'ouvrais vraiment les yeux. Ce matin-là, alors que je rangeais la vaisselle, le téléphone a sonné. C'était Paul. Il voulait me dire qu'il allait arriver plus tard que prévu, à cause du travail. Mais lorsqu'il a raccroché, l'appel ne s'est pas coupé. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis j'ai entendu sa voix, encore active. Il parlait à quelqu'un. Je me suis figée. Il riait. Un rire que je ne reconnaissais pas. Un rire cruel. Puis ces mots ont traversé la pièce comme une lame glaciale, elle est tellement idiote qu'elle ne voit même pas ce qui se passe réellement. Ma main s'est mise à trembler. J'ai posé doucement le combiné sur la table, le cœur battant à tout rompre. Une sueur froide m'a envahi. Mon propre fils venait de m'arracher le peu de dignité qu'il me restait. La voix d'une femme lui répondait, moqueuse, continue comme ça, elle paie tout. Elle ne pose jamais de questions. Il parlait de moi. De ma naïveté. De mon argent. Elle ajoutait qu'il fallait me faire interner avant que je ne commence à poser des problèmes. Et lui, il approuvait. Mon fils, mon bébé, planifiait de m'éloigner, comme on jette un meuble usé. Je suis restée là, sans bouger, le visage blême, les yeux remplis d'un désespoir que je ne savais plus exprimer. C'était trop. Trop brutal. Trop injuste. Tous ces sacrifices, ces nuits sans sommeil, ces années à tout donner pour qu'il devienne un homme bon, pour ça. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un point de non-retour venait d'être franchi. Je suis restée assise sur la chaise de la cuisine, incapable de respirer correctement. Mon regard fixait le vide, mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Les mots que j'avais entendus tournaient en boucle dans ma tête. Elle est idiote, elle ne voit rien, on va s'en débarrasser. C'était mon fils. Mon sang. Celui que j'avais nourri, éduqué, protégé. Chaque phrase me déchirait un peu plus. J'ai tenté de me lever, mais mes jambes ont flanché. J'ai fini par me glisser jusqu'au sol, le visage enfoui dans mes mains. Les larmes ont jailli sans contrôle, brûlant ma peau. Une douleur sourde m'envahissait, plus violente qu'une blessure physique. Je pleurais l'amour que je croyais partager, la confiance que je pensais intacte. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Le silence me hurlait en pleine figure une vérité que je refusais de voir depuis trop longtemps.
À l'aube, je me suis levée mécaniquement, les yeux rougis, le cœur vidé. Les enfants dormaient encore, et la maison semblait plus froide que jamais. J'ai préparé le café, les mains tremblantes. Puis j'ai entendu la porte d'entrée. Paul est arrivé, comme si de rien n'était, un sourire fatigué sur le visage. Il m'a embrassé sur la joue, m'a demandé si le dîner s'était bien passé. Je l'ai regardé. Longuement. Sans dire un mot. Il m'a parlé de sa journée, du stress au travail, des devoirs des enfants. Il m'a même demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai hoché la tête doucement, mimant la tranquillité. À l'intérieur, pourtant, c'était une tempête. Mon fils avait un masque, et moi aussi désormais. Nous étions deux étrangers, chacun jouant un rôle. Mais moi, je préparais la suite. La fin de cette comédie cruelle. Dès qu'il a quitté la maison ce matin-là, j'ai pris une grande inspiration et j'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient, mais je savais ce que j'avais à faire. J'ai bloqué son numéro, supprimé son accès à mes comptes bancaires, coupé toutes les procurations. Ensuite, j'ai appelé ma conseillère financière. Je lui ai expliqué calmement que plus aucun euro ne devait sortir de mes comptes en faveur de Paul. Elle m'a posé quelques questions, étonnée de ma froideur. Je lui ai répondu avec une fermeté nouvelle, née de la trahison. Puis j'ai refermé le dossier, et j'ai respiré profondément. C'était fait. Pour la première fois depuis des années, je reprenais le contrôle. Je n'étais plus la mère aveuglée par l'amour. J'étais une femme brisée, mais lucide. Et cette lucidité allait devenir ma force. Le soir, Paul est rentré plus tôt que prévu. Il a claqué la porte, visiblement agacé. Il m'a demandé pourquoi sa carte bancaire ne passait plus à la station-service. J'ai essuyé calmement mes mains dans un torchon et les regardé droit dans les yeux. « Tu sais très bien pourquoi », ai-je murmuré. Il a blêmi, figé. Puis d'un souffle coupé, il a demandé « Tu as entendu ?» J'ai simplement hoché la tête. Le silence qui a suivi était glacial. Il s'est effondré sur une chaise, les mains sur le visage. Il murmurait des excuses confuses, des justifications inutiles. Je l'écoutais sans l'entendre. Mon cœur était fermé. Plus rien ne me touchait. Il s'est levé brusquement et a tenté de m'embrasser la main. Je me suis reculée. Cette fois, je n'étais pas prête à oublier. Paul s'est mis à crier, à supplier. Il disait qu'il allait tout perdre, que son ex le menacerait s'il ne payait plus. Il parlait de dettes, de comptes à régler. Moi, je le regardais comme un inconnu. Les enfants, effrayés, observaient depuis le couloir. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai fermée à clé, sans un mot. Les voisins entendaient sans doute, mais je m'en fichais. Cette scène, c'était sa chute. Pas la mienne. Il a tambouriné, hurlé mon prénom, puis a fini par s'effondrer contre la porte. J'étais de l'autre côté, assise sur le sol, les mains croisées. Je ne pleurais plus. Il avait eu toutes ses chances. J'avais été patiente, généreuse, aveugle. Mais maintenant, je ne lui devais plus rien. Pas même une explication. Il avait détruit ce lien de lui-même. 2 jours plus tard, en fin de matinée, quelqu'un a sonné violemment à la porte. J'ai ouvert, et je l'ai vue. L'ex-femme de Paul, furieuse, les cheveux décoiffés, les yeux remplis de haine. Elle a commencé à m'insulter devant tout le voisinage. Elle criait que j'étais une vieille égoïste, que j'avais ruiné leur vie. Je restais là, droite, sans répondre. Elle me traitait de folle, d'ingrate. Et moi, je restais digne. Puis elle a parlé d'argent. « C'était notre plan », a-t-elle crié. J'ai compris que Paul lui envoyait de l'argent depuis longtemps, de mon compte, sans que je le sache. Elle dépendait de moi autant que lui. Elle a tenté d'entrer, mais je l'ai empêchée fermement. Je n'étais plus cette femme passive qu'il croyait manipuler. Ce jour-là, j'ai vu clair dans leur jeu malsain, et j'ai juré de ne plus jamais me laisser approcher par aucun des deux. Dès le lendemain,
J'ai pris rendez-vous à la banque. Assise en face de la conseillère, j'ai exigé les relevés complets des 6 derniers mois. Ce que j'ai découvert m'a coupé le souffle, des virements réguliers à une femme dont je ne connaissais pas le nom, des achats de luxe, des réservations d'hôtels. Mon argent servait à entretenir un mensonge. Paul menait une double vie sous mon toit, avec mes économies. J'avais honte. Honte de m'être tue si longtemps. Je serrais les documents dans mes mains comme s'ils allaient me brûler. Chaque ligne sur ce papier me prouvait à quel point j'avais été trahi. Pendant que je comptais les centimes pour payer l'électricité, lui dépensait sans retenue. Il ne s'agissait plus de naïveté. C'était du vol. De la cruauté pure. Une rage sourde est montée en moi, silencieuse, glaciale. Je n'étais plus une victime. J'étais une mère brisée, mais éveillée. Je suis sortie de la banque en ligne droite vers l'étude notariale. Il pleuvait, mais je n'ai pas sorti mon parapluie. Le vent fouettait mon visage, et je sentais qu'un chapitre se fermait définitivement. Devant le notaire, j'ai demandé à modifier mon testament. Paul serait rayé. Aucun héritage. Rien. Tout irait à une fondation pour femmes âgées en détresse. Il ne méritait pas un centime. Le notaire m'a regardé longuement, les yeux un peu humides. Il m'a dit que peu de femmes avaient ce courage. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais vide. Mais cette décision me rendait légère, comme si je reprenais enfin possession de moi-même. En sortant, j'ai levé les yeux vers le ciel gris et j'ai murmuré à voix basse, « C'est terminé ». Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je venais de faire quelque chose pour moi. Ce soir-là, j'ai attendu qu'il rentre. Je lui ai servi le dîner comme si de rien n'était. Il a mangé, discuté des devoirs des enfants, s'est plaint de sa journée. Puis, en silence, je lui ai tendu l'enveloppe contenant les documents du notaire. Il l'a ouverte sans méfiance. En lisant, il s'est figé. Ses mains ont tremblé. « Tu ne peux pas me faire ça », a-t-il lâché. J'ai gardé le silence. Il a jeté l'enveloppe sur la table, furieux. Il a crié, a brisé une assiette, a giflé la table du plat de la main. Les enfants sont sortis de leur chambre, effrayés. J'ai pris ma valise déjà prête, me suis approchée d'eux, et je leur ai dit calmement que mamie partait se reposer un peu. J'ai embrassé leur front, puis j'ai quitté la maison. Je n'avais pas peur. J'avais fini d'attendre que quelqu'un me respecte. J'étais enfin partie. Loin de la maison, je me suis installée chez ma cousine Élise, à la campagne. Elle m'a accueillie sans poser de questions, simplement avec un regard plein de douceur. Pendant les premiers jours, je n'ai presque pas parlé. Le silence, les chants, les oiseaux, tout semblait étranger. Mon corps était là, mais mon âme flottait ailleurs. Je me demandais si les enfants comprenaient mon départ. Je savais que Paul, lui, ne comprenait rien à la perte. Sans moi, il a vite sombré. Il ne savait ni faire les courses, ni s'occuper des devoirs, ni calmer les cauchemars de ses enfants. L'ex-femme, en découvrant qu'il ne versait plus rien, l'a quitté sans un mot. Il a perdu son emploi après plusieurs absences injustifiées. Les services sociaux sont intervenus. Les enfants ont été placés temporairement dans une famille d'accueil. Et moi, je n'étais pas là. Cette fois, je ne ramassais plus les morceaux. Un matin, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, une messagerie s'est déclenchée. C'était Paul. Sa voix était méconnaissable, cassée, implorante. Il disait qu'il avait tout perdu, qu'il avait compris, qu'il regrettait profondément. Il pleurait. Il me demandait une deuxième chance. Il me suppliait de revenir. Je me suis assise, le téléphone encore en main. J'ai écouté jusqu'à la dernière seconde. Puis, sans hésiter, j'ai supprimé le message. Je ne voulais pas de fausses promesses. Je ne voulais pas de larmes de remords. Ce qu'il avait brisé ne pouvait plus être recollé. Ce jour-là, j'ai allumé une bougie non pas pour lui, mais pour moi.
pour honorer la femme que j'avais retrouvée en moi. À la campagne, les journées étaient lentes et silencieuses. Je me levais tôt, préparais le thé, arrosais les fleurs d'Élise. Chaque geste simple me ramenait à moi-même. Je redécouvrais le goût de l'instant. Le matin, je faisais de longues promenades au bord du lac, le souffle régulier, les pensées plus légères. Je n'avais plus de compte à rendre à personne. Je n'étais plus utilisée. Je recommençais à exister. Le téléphone ne sonnait presque plus. Et quand il le faisait, je n'avais plus peur de décrocher. Je dormais profondément, chose qui ne m'était pas arrivée depuis des années. Je ne regardais plus les infos, ni les messages non lus. J'évitais toute pensée liée à Paul. Ce chapitre était clos. Je ne cherchais pas la paix. Je l'avais enfin trouvée, dans les silences que plus personne ne troublait. Un matin brumeux, Élise est entrée dans ma chambre avec une enveloppe à la main. Elle portait le tampon de l'aide sociale à l'enfance. Mon cœur s'est immédiatement resserré. À l'intérieur, une éducatrice m'écrivait. Elle disait que les enfants parlaient souvent de moi, qu'ils me dessinaient, qu'ils demandaient quand j'allais revenir. Elle ajoutait qu'ils semblaient perdus, que ma présence leur manquait. Mes mains tremblaient. Les larmes ont coulé sans bruit. Je me suis assise sur le lit, relisant chaque phrase. Je sentais leur voix à travers ces mots, leurs regards suppliants. Ce n'étaient pas eux qui m'avaient trahi. Ils étaient des victimes, comme moi, du comportement destructeur de leur père. Je me suis souvenu de leur rire, de leurs bras autour de mon cou, de leurs petites mains qui cherchaient les miennes. Mon cœur se serrait. Une douleur ancienne refaisait surface, plus douce, mais plus profonde. Pendant plusieurs jours, je n'ai parlé à personne. Élise respectait mon silence, m'observant de loin. Je passais mes journées au jardin, à biner la terre sans penser à rien. Mais la nuit, les voix des enfants me hantaient. Je rêvais d'eux, seuls, tristes, m'appelant. Je me réveillais en sursaut, le cœur battant. Devais-je revenir ? Était-ce encore à moi de réparer les dégâts de mon fils ? Je savais qu'en reprenant les enfants, je rouvrais la porte à une vie que je pensais avoir quittée. Mais je savais aussi qu'eux n'avaient rien fait de mal. Ils n'avaient demandé qu'à être aimés. Et moi, je les aimais. Je ne pouvais pas les laisser grandir sans repère, sans tendresse, sans famille. J'étais fatiguée, brisée, mais je n'étais pas lâche. Alors, j'ai pris une décision. Une de celles qui changent une vie entière. Le lendemain matin, j'ai enfilé mon manteau et pris le premier bus vers la ville. Arrivé au tribunal, j'ai demandé à parler au juge chargé du dossier des enfants. La secrétaire m'a regardé avec étonnement, mais m'a fait patienter. 1 heure plus tard, j'étais assise dans un bureau, face à une femme aux yeux sévères. Je lui ai expliqué que je voulais accueillir mes petits-enfants. Sans leur père. Seule. Entièrement responsable. Elle m'a écouté longuement, sans m'interrompre. Puis elle a sorti un dossier, l'a ouvert, et a hoché la tête. Elle a dit que les rapports sociaux étaient favorables, que mon nom revenait souvent dans les paroles des enfants. Elle m'a demandé si j'étais prête à cette charge. J'ai répondu sans hésiter, oui, je suis prête. Ce jour-là, je ne sauvais pas seulement 2 enfants. Je me sauvais aussi de l'oubli. Quelques semaines plus tard, j'ai accueilli mes petits-enfants dans un petit appartement loué en centre-ville. Il n'y avait ni jardin ni cheminée, mais beaucoup d'amour en réserve. Ils sont arrivés chacun avec un sac à la main, les épaules lourdes, les yeux fatigués. Le plus jeune s'est jeté dans mes bras et a chuchoté « Mamie, tu sens la maison ». J'ai senti mes genoux flancher, mais je suis restée debout. Ce moment effaçait 1000 nuits de douleur. Nous avons déballé leurs affaires ensemble. Ils ont choisi leur lit, décoré leurs murs avec des dessins et des souvenirs. Je leur ai préparé un chocolat chaud, comme autrefois. Le silence entre nous était plein de tendresse et de confiance retrouvée. Je n'avais pas besoin de leur poser de questions. Leur regard disait tout, ils étaient prêts à recommencer, et moi aussi. Nous étions une famille. Fragile, mais réelle.
Chaque matin, je les accompagnais à l'école, main dans la main. Nous avions créé une routine, les devoirs à 4 mains, les repas autour de la petite table ronde, les câlins du soir avant d'éteindre la lumière. Ils riaient à nouveau, faisaient des blagues, laissaient leurs chaussures traîner comme avant. Et moi, je retrouvais mon souffle. J'avais peur parfois, peur de ne pas être à la hauteur. Mais leur amour m'élevait, chaque jour un peu plus. Paul n'a jamais tenté de les revoir. Aucun appel. Aucune lettre. Rien. Son silence était une blessure sourde, mais aussi une protection. Il savait qu'il n'avait plus sa place dans cette bulle que nous recréions. Je m'étais reconstruite en tant que femme, et maintenant, je reconstruisais notre foyer. Brique par brique. Avec des mots doux, des gestes tendres, et surtout, une vérité solide, l'amour n'excuse pas tout, mais il peut tout guérir. Un jour, l'institutrice du plus jeune m'a demandé de venir un peu plus tôt. Elle m'a tendu un dessin qu'il avait fait. Il s'était dessiné avec moi, sous un grand soleil, entouré de cœurs. En bas, il avait écrit en lettres irrégulières, « Ma famille, c'est ma mamie. Elle est mon trésor. » Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Pas devant elle. Pas devant ce papier froissé rempli de vérité. Le soir, je l'ai serré plus fort que d'habitude. Il a rigolé, m'a embrassé sur la joue, puis est parti jouer. Ce moment a gravé en moi une certitude, j'avais pris la bonne décision. Tout le chemin de douleur m'avait conduite là, à cette cuisine modeste, à ces petites mains tachées de feutre, à cet amour pur. Je n'étais peut-être pas une mère parfaite. Mais j'étais devenue une grand-mère irremplaçable. Et pour eux, j'étais tout. Un après-midi d'hiver, alors que je sortais de la boulangerie avec les enfants, je l'ai vu. Paul, assis sur un banc, sale, amaigri, les yeux cernés. Il m'a reconnu immédiatement. Il s'est levé d'un bond, m'a appelé d'une voix brisée. Les enfants se sont figés. J'ai senti mon cœur se tordre, mais mes pas ne se sont pas arrêtés. J'ai baissé les yeux et continué à marcher, le souffle court. Il n'a pas insisté. Il est resté là, immobile, pendant que je m'éloignais avec mes petits-fils accrochés à mes bras. Je n'avais plus de colère. Seulement une tristesse calme, résignée. Il avait choisi son chemin. Moi, j'avais choisi de protéger ce qu'il avait tenté de détruire. En le laissant derrière, je tournais la page. Pas par vengeance, mais par survie. Et cette fois, je ne me retournerai plus. Quelques jours plus tard, je suis passée devant une vitrine de magasin. Mon reflet m'a surprise. Je n'étais plus courbée, effacée, honteuse. J'étais droite. Vieillie, oui, mais digne. Mes yeux avaient changé. Il y avait une lumière nouvelle, une forme de paix durement conquise. J'ai souri à cette femme que je ne reconnaissais presque plus. Elle n'était plus seulement la mère de Paul. Elle était Madeleine. J'ai continué ma route, le pas plus assuré. J'étais seule, mais pas vide. J'étais blessée, mais pas détruite. Chaque cicatrice sur mon âme était devenue un rappel de ma résilience. Je ne cherchais plus l'amour des autres pour exister. J'avais appris à m'aimer assez pour ne plus quémander de place dans le cœur de ceux qui ne m'avaient jamais regardé vraiment. Et dans ce silence, j'ai trouvé ma vérité. Le printemps est arrivé, et avec lui, une envie de nouveauté. Je me suis inscrite à un atelier de peinture dans le centre culturel du quartier. Les pinceaux entre les doigts, j'ai senti naître quelque chose en moi que je croyais mort. Je mettais mes émotions sur la toile, la colère, la peur, la tendresse. Une femme m'a demandé un jour, « Vous exposez ?» J'ai ri. Puis j'ai répondu, « Pas encore. » Mais pourquoi pas? Petit à petit, j'ai exposé quelques toiles lors d'un événement local. Les gens s'arrêtaient, me félicitaient, me demandaient d'où venait cette intensité dans mes couleurs. Je leur répondais simplement, de la vie. Je n'étais plus invisible. On m'écoutait. Je n'étais plus la vieille dame discrète. J'étais Madeleine, artiste, survivante, femme libre.
et chaque jour, je peignais un peu plus ma renaissance. Un matin d'été, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. L'écriture était tremblante, familière. C'était Paul. Il écrivait qu'il quittait la France pour recommencer ailleurs. Il disait qu'il regrettait tout, qu'il comprenait enfin l'ampleur de sa cruauté. Il me remerciait d'avoir été une mère présente, même s'il ne l'avait pas mérité. Il espérait qu'un jour, je pourrais lui pardonner. Mais il ne demandait rien de plus. Je me suis assise dans la cuisine, la lettre à la main, les yeux perdus dans le vide. Aucune larme ne coulait. J'étais en paix. J'ai allumé une bougie blanche, non pas pour lui, mais pour tout ce que j'avais traversé. Pour mes nuits sans sommeil. Pour les repas que j'avais sautés. Pour les insultes que j'avais avalées. Je n'ai pas répondu à la lettre. Mais j'ai prié pour qu'il trouve, ailleurs, ce que moi j'avais enfin trouvé ici, la vérité. Je suis retournée voir mon notaire. Cette fois, ce n'était pas pour effacer quelqu'un, mais pour offrir un avenir. J'ai rédigé un nouveau testament, clair, sans équivoque. Tous mes biens iraient à mes petits-enfants, lorsqu'ils seraient prêts à en faire bon usage. Ils hériteraient non seulement de mes modestes économies, mais aussi de mes tableaux, de mes carnets, de mes souvenirs. Je voulais qu'ils se rappellent que j'avais tenu, coûte que coûte. J'ai glissé une lettre dans une enveloppe scellée, que le notaire leur remettrait un jour. Dans cette lettre, je leur raconte tout, la douleur, la trahison, la fuite, la renaissance. Je leur parle aussi de l'amour, du vrai, celui qui ne se mesure pas aux paroles mais aux actes. Je termine la lettre par une phrase simple, « Soyez toujours meilleur que ce que la vie attend de vous. » Et j'ai signé, Mamie Madeleine. Aujourd'hui, je marche chaque matin dans le parc, à l'heure où la lumière est encore douce. Le vent joue dans mes cheveux blancs, et mes pas sont lents mais assurés. Je croise des visages, parfois curieux, parfois souriants. Je ne suis plus ignorée. Certains me saluent, d'autres me reconnaissent de mes expositions. Je souris, sans bruit, avec cette force tranquille que donne l'abîme traversé. Je ne suis plus la mère humiliée, ni la femme effacée. Je suis celle qui s'est relevée. Celle qui a choisi de vivre. Celle qui, au bord du précipice, a préféré marcher seule plutôt que de ramper pour rester aimée. Mon nom est Madeleine. Mon histoire est celle d'un cœur trahi, puis recousu. Et aujourd'hui, plus que jamais, je suis vivante. Entière. Et enfin, plus jamais invisible. Tu as aimé cette histoire ? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.